C'est beau, hein. Alors c'est une patine faite par Landry Lacour sur une bottine Jod Pure Weston. Et le glaçage par lui-même, et puis moi je l'ai continué, donc ça ne fait que briller davantage chaque jour. Tout un concept de folie. Le French Touch. Le French Touch. T-E-U-S-H. Contrairement à la French Touch qui s'écrit T-O-U-C-H. Donc en fait c'est un concept que j'ai créé en 2009. J'étais encore à Paris à l'époque. Et c'est un concept qui est apparu en fait à la base sur un album solo. Sur lequel je voulais prendre que des sons, que des samples des années 70-80 français. Voilà. Et associé à ça, donc, associé à un style vestimentaire un peu à l'ancienne, à la Gabin, Lino Ventura, Bébel, enfin Belmondo, Delon, enfin toute cette clique, les Audiard, les Tontons Flingueurs, enfin toute cette clique assez parisienne, parigote. Et donc ce que j'ai commencé donc, par rapport à cet album, et puis en fait c'est le style vestimentaire qui a pris le dessus sur l'album, parce que l'album a été fait, mais étant toujours indépendant, il faut trouver les moyens, enfin c'est tout un problème de sortir un album, et je me suis dit, bah, mettons le style vestimentaire en avant, et donc j'ai créé donc le French Touch, qui est une sorte de revival vestimentaire de 40 à fin 70, 70 pour les Français, parce que pour moi c'est ce qui représente le plus l'élégance masculine en fait. C'est par rapport à 2012, si tu t'habilles en 1920-1930, tu vas passer pour un fou. À partir de 1940, on commence à rentrer dans du très classique et jusqu'en fin 60, et à partir de 70, on rentre dans le pas de dev, dans du large col qui peuvent encore se mettre aujourd'hui si c'est accordé avec une chemise plus actuelle enfin ça ne fera pas déguiser, c'est ça que je veux dire. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette période d'habits. Puis de toute façon à partir de 80 c'est tellement parti en vrille que l'élégance masculine à partir de 80 elle est sans cesse en fait reprise des anciennes époques. Donc autant se mettre directement dans la vraie époque quoi. Je me suis appelé en tout cas Swag Maker parce que quand j'allais en radio, donc quand j'étais encore à Paris, habillé de cette façon, les petites 20-22 ans me disaient « Putain Logan, t'as un swag de ouf !» Une fois, deux fois, j'arrive à Bruxelles, Barrière Saint-Gilles, friterie de la Barrière, un groupe de jeunes, tout ça. « Oh mec, t'as un swag de dingue, j'étais en 3 pièces, ambiance Belmondo, tout ça, pas de def, tout ça. T'as un swag de ouf et tout. » Je me suis dit, tiens, c'est marrant quand même, parce que swag étant un mot assez jeune, les petits l'emploient pour dire style. Alors après on peut dire secretly we are gay si on veut, mais pour moi swag représente she wants a gentleman. She wants a gentleman. Ok. Donc après S-W-A-G-G, tu fais ce que tu veux. 1G, 2G, tu fais ce que tu veux. Mais enfin ça fait quand même 10 ans que le mot swag existe dans le rap américain. Cette année c'est vrai que j'ai certainement aussi contribué à, aussi petit que je sois, hein, à le mettre à une place. Mais nous, le swag que je présente, c'est le swag du French Touch. Comme tu peux être un punk va être swagué punk, un hip-hop va être swagué hip-hop. L'essentiel c'est d'avoir un style en fait. C'est de se représenter par une musique, par un style, par une envie de représenter quelque chose. Mon cheminement a été un peu long. J'ai donc eu 33 ans, des enfants. J'allais à l'école, moi je viens du hip-hop, donc mon groupe c'est Octobre Rouge, un groupe parisien underground. Et en allant à l'école, j'ai vu que les enfants étaient habillés comme moi. C'est-à-dire même peut-être mieux habillés que moi, avec des petits Jordan, des trucs, des machins, des Air Force, des trucs comme ça. Et je me suis dit, il y a un âge pour tout on va dire. Et effectivement, je me suis dit, pourquoi pas changer. Donc au début, comme n'importe quelle personne qui va commencer à s'habiller en costume, chemise et compagnie, j'ai été acheter des costumes, tout ça, puis la vie a fait que j'ai perdu 20 kilos et que j'avais pas envie de remettre encore autant d'argent que j'avais mis sur ces premiers costumes. Et puis j'ai commencé à découvrir les magasins de seconde main à Paris, les friperies, les brocantes, toute cette sorte d'économie parallèle, recyclage donc, et anticapitaliste quelque part.
Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Alors, tu sais, quand tu fais une brocante, un jour, tu trouves un chapeau. Puis là, tu trouves une casquette. Et puis après, tu commences à assimiler le tout. Et puis tu te dis, finalement, ce style est pas mal. Les gens dans la rue te félicitent. Il y a beaucoup de femmes qui aiment beaucoup ce style parce que ça représente vraiment l'homme avec un grand H. Et pas forcément le macho, mais en tout cas le chic masculin. L'éternel masculin, comme on pourrait dire. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et puis de fil en aiguille, je me suis installé à Bruxelles donc en 2011 parce que je suis venu pendant un an certains week-ends comme ça pour justement trouver des pièces ici par rapport au style que j'étais en train de mettre en place. Et je me suis dit pourquoi pas m'y installer. Alors pendant 6 mois, je me suis demandé si j'allais ouvrir un magasin vintage, seconde main. Et puis je me suis dit il y en a trop ici, il faut que je fasse un concept beaucoup plus personnalisé. Il n'y a pas la Magomina qui peut te proposer des pièces donc de tailleur, mais à l'ancienne, dans un style un peu voyou, un peu, comme on disait dans les années 50 à Paris, les Apaches, hein, c'est un côté un peu Titi Parigo, comme on dit, tu vois, c'est toujours un... Mais on peut évoluer vers du très 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 chic, comme du smoking, comme du très classique aussi, comme du pas de def, ambiance Main Street, De Niro, Casino, quoi, tu vois, c'est vraiment, il y a une très très grande palette. Et souvent, donc, comme je te disais, les jeunes hommes qui arrivent ici ont 30, 31 ans, ne savent pas faire de notre cravate, ne savent pas cirer des chaussures. Il n'y a plus cette transmission du père au fils, ou de la mère au fils, bien sûr, mais il n'y a plus vraiment cette transmission. J'ai l'impression que la transmission du père au fils, c'est j'ai des Air Max, tu as des Air Max, tu vois. Et c'est un petit peu ce que je trouve désolant, mais évidemment, l'explication est simple, c'est que si tu veux aujourd'hui une belle paire de chaussures, tu vas la payer cher. Et si tu n'as pas cette envie, cette volonté d'avoir ta paire de chaussures qui coûte en magasin 800-900 euros à 100 euros, donc le prix d'une chaussure collée chez André ou autre, on s'en fout, enfin des chaussures de merde on va dire, qui valent quand même, parce que moi quand je fais les boutiques, je vois des choses aberrantes. J'ai vu l'autre fois 225 euros une paire de chaussures qui n'est pas cousue, elle est collée, c'est même pas d'une semelle en cuir, c'est une semelle en élastomère. Ta chaussure va durer 6 mois, tu vas de dépenser 250 euros. Donc mon combat est vraiment le seconde main de luxe. Et mon but, c'est vraiment de créer des dressings pour les gens et que quand ils s'habillent, ils n'aient pas l'impression d'être déguisés en pingouin ou en serveur. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça ma démarche. Parce que ma mission est de remettre l'élégance au goût du jour. Et pas forcément l'élégance très chère, parce qu'on nous a appris que pour être élégant, il fallait mettre beaucoup d'argent. Moi, avec le concept, je pousse les gens vraiment à aller dans les magasins de seconde main, aller au Petit Rien, aller chez Emmaüs. N'hésitez pas, il y a des pièces incroyables. Faites les brocantes. Il faut un peu se casser la tête. C'est vrai que les hommes n'aiment pas faire les courses. C'est pour ça que je suis plus en exclusivité masculine. Parce que les hommes n'aiment pas faire les courses. Les hommes n'aiment pas essayer des choses. Et ici, quand tu rentres dans ce cabinet, tu vois, tu rentres, t'es un peu comme à la maison. T'es au salon, on boit le café, une bière au pire s'il fait très chaud. Et on va commencer à parler. Je vais commencer à conseiller, à voir ce que la personne en face a besoin. C'est ça qui m'importe en fait, c'est pas qu'il me ressemble, qu'il se ressemble dans le style French Touch en fait. C'est vraiment ça ma démarche, la démarche initiale. Et alors si on peut monter un peu d'élégance, parce que si tu regardes bien aujourd'hui, on arrive à 35 ans. Et comme je dis, à chaque âge son image, tu vois. Et à 35 ans, tu peux pas avoir la même image qu'à 20. Tu peux bien sûr, tu fais ce que tu veux. Mais si à 12 ans tu portes encore un baby gros et des couches, c'est que tu as un souci. Tu vois, si à 35, tu es encore habillé comme un gamin de 10 piges, c'est qu'il y a un moment, il va falloir... De toute façon, tu seras obligé de passer par là un moment dans ta vie, que ce soit professionnellement, amoureusement, par pas mal de voies. Il y a un moment où tu vas être obligé de vêtir une veste, tu vois, de porter une veste. Et donc, tu as quoi comme choix? Tu as les magasins de grandes enseignes dont je tairai les noms parce que tout le monde les connaît, qui sont faits au Bangladesh par des esclaves, on peut dire. Donc forcément c'est pas cher, c'est peut-être beau, mais c'est de la mauvaise qualité. Et moi venant du hip-hop, j'ai quand même, mon groupe étant Octobre Rouge, donc avec une idée quand même de révolution, quelle qu'elle soit, j'ai quand même cette image j'ai quand même cette idée anticapitaliste en moi.
Donc je ne peux pas aller chez ces grands distributeurs, même si c'est pour être bien habillé. Donc ma démarche est vraiment de contrer tous ces grands magasins qui ne vendent pas cher, c'est sûr, mais qui exploitent des êtres humains, qui exploitent des enfants dans des pays, et c'est assez invraisemblable qu'on laisse faire, mais bon, ça je peux rien y faire, je ne suis que moi. Et donc j'ai appelé ça la révolution du French Touch, parce que la révolution, dedans il y a le mot love et le mot révolution. Comme beaucoup, venant du hip-hop, je suis quelqu'un qui vient d'un milieu modeste, d'ouvrier, mais c'est vrai que j'ai constaté que dès que tu commences un petit peu à mettre de l'élégance en toi, d'autres gens viennent à toi. Même les gens qui te connaissaient avant, donc qui viennent de milieux modestes comme toi, apprécient le truc parce que ça donne de l'amour. Ça, vraiment, je trouve qu'une femme bien habillée, c'est beau. Un homme bien habillé se fera féliciter. C'est beau, c'est juste beau. Un beau punk est beau aussi, hein. Un mec bien habillé, quel que soit son style, hein. Mais c'est vrai que l'élégance contemporaine masculine, il y en a de moins en moins, et quand on le voit, on le remarque. C'est vrai. Donc voilà. Et donc c'est la révolution par le style. Donc j'ai pris ce côté-là parce que les Anglais ont déjà fait le chapisme, qui est un mouvement très second degré, très English, mais qui part de 1900 à 1940, enfin jusqu'à l'après-guerre, 1900 à 1945. Et donc c'est ambiance haute forme, tout ça, mais c'est très à l'anglais, c'est très dandisque ou dandesque, je ne sais pas. Enfin c'est très dandy, on va dire. Nous c'est quand même beaucoup plus escroc, voyou, c'est un peu plus... ça reste rue en fait. Et moi j'appelle le French Touch le style street chic, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens du hip-hop qui viennent me voir, parce qu'ils ont compris ma démarche, que je vais pas les ridiculiser en les habillant. Au contraire, ils ressembleront plus à un Capone ou un Bugsy Malone qu'à un VRP ou un banquier qui vient de se mettre un costume, quoi. On a des images et j'essaie effectivement de perpétuer ça par rapport au chapeau, par rapport aux gants, par rapport à pas mal de choses. Et j'ai créé un mouvement aussi donc, qui s'appelle les barons. Je suis moi-même baron d'XL et je baronise les hommes bien habillés qui s'habillent aussi pour dormir, parce qu'il faut savoir que si le soleil brille, c'est parce que les barons s'habillent. Tu comprends? Et que si la nuit, la lune brille, c'est parce que les barons s'habillent encore. Voilà. En gros, nous sommes les nouveaux dandys en fait. Mais pas dandy dans le sens exubérant, je vais mettre un boa autour du cou, je suis un dandy, non. C'est vraiment le dandysme originel de Brumel, tu vois. Descendant directement des Lions de 1860, qui étaient à Paris les gars un peu rue et qui pavanaient sur le boulevard italien, ceux qui avaient les cabarets, ceux qui avaient des filles de joie, tout ça. Et c'est vrai que j'ai pris cette descendance-là pour créer les barons. Et donc voilà, nous sommes une quinzaine de barons dans le monde. Et parce qu'il y a des hommes, si tu veux, il y a pas mal de gens qui ne se sentent ni vintage, ni burlesque, ni... ils aiment s'habiller. Ils aiment s'habiller. Alors vintage, pas vintage, on s'en fout un peu. C'est vraiment le côté masculin qui nous intéresse. Et comme je dis, le couvre-chef est le point sur le i d'un vêtement.